Belaïd dans quelques instants, il n'y a aucun problème, il va venir nous rejoindre, mais on va un petit peu présenter la thématique. Thématique qui est à la fois certainement la plus simpliste et la plus compliquée qui puisse être. Parce que si hier, dans une table ronde, il a été dit très justement, à mon avis, le polar, le roman noir, c'est l'autre, là, on va parler d'une histoire, la guerre d'Algérie, et pas seulement la guerre d'Algérie, parce que ça remonte tellement à d'autres années, et c'est tellement encore actuel, qu'on peut dire le roman noir, ce sont les autres. Tellement on va voir que c'est protéiforme, et qu'il va falloir adopter des tas de points de vue. Donc, je vais d'abord vous présenter, vous citer les noms des 4 auteurs présents et de l'ACTAR tout à l'heure, et puis, au fur et à mesure qu'on donnera la parole à la première question, je vous les présenterai un petit peu plus complètement, simplement parce que c'est tellement dense que je n'ai pas envie de trop parler, donc j'ai envie de leur donner le plus vite possible la parole. Donc très vite, Maurice Attia, Barouk Salamé, Francis Porno, Francis Zamponi, La chaise vide, l'Akhtar Belaïd, mais je suis sûre qu'il va nous rejoindre. Je rappelle le thème, l'indépendance de l'Algérie, de l'histoire à la fiction, 50 ans après. Premièrement, est-ce qu'on peut passer facilement de l'histoire à la fiction? On accueille bien fort l'Akhtar Belaïd, gros effort. Non, on n'oserait pas. C'est la modératrice qui parle, donc c'est pas commencer quand c'est la modératrice qui parle. Voilà, donc l'Akhtar Belaïd. Et donc, dans ce thème, passer de l'histoire à la fiction, comment on peut faire? Deuxième chose aussi, deuxième thématique assez importante. Finalement, cette histoire très proche, cette histoire qui a 50 ans, c'est pas pour rien, 2012-62. Pourquoi finalement il y a si peu de fiction artistique? Parce que là, on va parler de romans. Mais c'est vrai aussi du cinéma. C'est vrai aussi de tous les arts créatifs. Pourquoi finalement en France, il y a si peu de fiction qui évoque ces événements? J'ai déjà beaucoup parlé, et comme les mots des modératrices et des animateurs de débat sont quand même beaucoup moins intéressants que les mots des écrivains, j'ai choisi comme introduction à ce débat la postface du dernier roman de Barouk Salamé qui s'appelle Une guerre de génie, de héros et de lâches, qui à mon avis résume tout ce dont on a envie de parler. Pour les romanciers qui aiment les énigmes, pour l'historien fasciné par le légendaire des siècles, la guerre d'Algérie est un domaine infiniment riche. Rarement terrain fut plus accidenté, plus broussailleux, plus impénétrable et d'une roche plus coupante. Des deux côtés, les crimes odieux et les mystères abondent. Les trajectoires humaines sont grandioses. Les complots succèdent aux affaires, les péripéties aux coups de théâtre. Le vainqueur n'est jamais celui qu'on croit. Et un demi-siècle plus tard, les règlements de compte se poursuivent. Les enfants et petits-enfants ressurgissent pour exiger réparation. Vous verrez que dans chacun des livres des auteurs présents, on va retrouver un petit peu la même idée, le moins de points de vue, justement qu'il n'y a pas de point de vue et qu'il y a de multiples points de vue. Donc, ce n'est pas un hasard si chacun d'entre eux est ici aujourd'hui. Ils sont invités à TPS, bien sûr, mais il y a l'idée qu'une histoire personnelle, il y a des échos. Donc en première question, même question, mais pour présenter chacun d'entre vous, j'aimerais savoir comment vous êtes arrivé, d'une manière ou une autre, à un écrit qui raconte des événements qui se sont passés en Algérie, peu ou prou autour de la guerre d'Algérie. Barouk Salamé, donc vous êtes sémiologue, universitaire, je crois c'est un petit peu difficile après de raconter tout votre parcours. 2 romans avant celui-ci, pardon, excusez-moi, Une guerre de génie, de héros et de lâches. Et maintenant, donc ces 2 romans, s'appellent Le Testament syriaque et Arayan Thriller. Donc, un personnage principal, Serge Cherfati. Et tout d'un coup, largement après votre entrée en écriture, le besoin de faire que l'enfance de Serge Cherfati, votre héros récurrent, se passe dans les années 50-62 en Algérie, à 2 endroits différents, on en reparlera. Quel a été le moteur de ce livre? Moi, c'est simple. J'ai grandi en Algérie.
jusqu'à l'âge de 20 ans. J'ai la double nationalité, algérienne et française. Mes parents ont combattu dans le FLN. Et en même temps, j'ai un grand-père qui a été tué par le FLN. Donc, si vous voulez, tout ça, ça a tourné dans ma tête. Et c'est des choses que j'ai appris assez tard. Par exemple, l'histoire du grand-père tué par le FLN, j'ai appris ça assez tard, disons quand j'avais 18 ans. Et je savais depuis toujours que je parlerai de la guerre d'Algérie, mais il me fallait une occasion, un cadre fictionnel. Je voulais pas que ce soit autobiographique, même en passant par mes parents ou par ma famille. Et donc là, j'avais ce héros. J'ai fait exprès de choisir un héros juif. Dans ma famille, on n'a pas de racines juives, on est plutôt corse ou provençal. Mais je trouve que les Juifs, c'est intéressant parce qu'ils étaient très présents en Algérie. Ils étaient très nombreux et certains étaient là avant les Arabes. Et en même temps, ils ont totalement disparu. Et même en Algérie, on n'en parle jamais. On peut grandir sans savoir, on peut grandir comme moi sans savoir qu'il y a eu des Juifs en Algérie. Moi, je l'ai appris très très tard. Donc, je l'ai appris quand j'avais pareil, quand je suis devenu majeur, on peut dire. Donc, c'est ça qui m'intéressait, une population qui était très importante et puis qui a complètement disparu, et puis qui, avec les problèmes palestiniens, israéliens, c'est même devenu un sujet qui fâche. C'est-à-dire que moi, régulièrement, j'ai des amis algériens qui me demandent mais pourquoi tu mets un juif commissaire? T'es passé de l'autre côté ou quoi? Donc, voilà. Moi, c'est pour cette raison que j'ai fait ce roman. Alors, je vais me poser la même question à Maurice Attian, en essayant un petit peu de le présenter. Je crois que vous êtes aussi né en Algérie. Oui, oui. Et puis maintenant, vous êtes dans le nord de la France, vous êtes psychanalyste. Et en 2007 paraît Alger la Noire. Alors, Alger la Noire, elle est ici, chez Babel Noir. Et puis, je dois préciser aussi que vous avez une très, très belle adaptation de Alger la Noire en BD, et malheureusement elle n'est pas ici, par Jacques Ferrandez, qui est lui aussi un spécialiste de l'Algérie. Donc vous avez passé un petit moment de votre vie à faire autre chose qu'écrire, et tout d'un coup Alger la Noire. Oui, non, mais c'est intéressant parce que peut-être aussi le point de vue psychanalytique, pourquoi un jour se dire je vais écrire un roman noir qui va commencer en janvier 62, Alger la Noire. Alors je précise qu'après, on va retrouver le personnage principal dans deux autres qui sont aussi chez Babel Noir, qui s'appellent, j'ai oublié, Pointe Rouge, et puis Paris Blues, où on va balader le personnage qui, après 62, est arrivé en France. Donc quel était le déclencheur? Il y a eu l'idée de... L'idée est simple, on revient à ce que vient de dire mon collègue à mes côtés, à savoir, moi, c'était clairement la certitude qu'un jour je raconterais cette histoire. Le problème, c'était quand et comment. D'accord ? Tu parlais tout à l'heure d'histoire et de fiction. Ce qui m'a, tout au long de ma vie, frappé dans les récits et l'histoire, c'est que l'histoire est fiction la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il y a une histoire officielle qui est racontée. Et ce qui m'a frappé enfant quand je suis arrivé en France, c'est à quel point les métropolitains, les Français de souche, avaient une représentation d'Algérie complètement distordue de la population, de la guerre. Et voilà. Et donc, j'étais toujours très longtemps agacé par les questions qu'on me posait sur la guerre civile, parce que manifestement le propos était basé sur des représentations Paris Match, quoi.
mais pas la réalité. Et donc, il y avait une histoire familiale avec un crime assez odieux auquel j'ai assisté quand j'étais enfant, où il était question pour moi d'un jour de parler de ça vraiment par loyauté familiale. C'est avant tout ça qui a été moteur. Après, pourquoi le billet roman noir, hein, tout simplement parce que une guerre, c'est déjà une histoire noire, et qu'en plus, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et quand tu parles de ma fonction de psychanalyste, moi, je passe ma vie à faire des enquêtes et à traquer la culpabilité chez les gens que j'écoute. Donc, quoi de plus naturel que de travailler sur la culpabilité dans un roman et les enjeux de cette culpabilité qu'à travers le roman noir. C'est très bien, c'est un bon véhicule, c'est un bon cadre. Alors, la culpabilité, justement, Francis Zamponi. Alors, donc là, on a... Innocent, oui, bien sûr. Non coupable. Présumé non coupable. Autre itinéraire, journaliste, ayant couvert beaucoup de choses. Entre autres, quand même, il y a déjà des petites attaches. Un des premiers grands articles, c'était le premier article sur l'histoire du voile en France, du port du voile en France. Donc déjà, il y avait quand même quelque chose qui rattachait beaucoup. Certainement aussi des attaches antérieures. Et puis un jour, on prend la plume, ou l'ordinateur évidemment, on écrit un roman, Mon colonel, on écrit Nominé patrie, on écrit Le boucher de Guelma. Donc quel a été le déclencheur? Est-ce que c'est l'idée, par rapport à tous les dossiers qu'on étudie, qu'il y a un moment donné, fictionnellement, il va falloir qu'on parle de tout ça? Ouais. Merci de votre réponse courte qui va laisser plus de temps aux autres personnes de la... Question en vous écoutant. On est tous nés en France autour de cette table? Non. Comment non? Oui. Oui, sur les départements français d'Algérie. Vous êtes tous nés en France. Oui, voilà. Mais j'ai entendu certains qui disaient je suis né en Algérie. Non, moi je suis né en France. Le département de Constantine, c'était la France. Mais c'était simplement pour vous rajeunir, oui. Francis Zamponi, c'est tout. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, enfin, ça, c'est pas une réflexion que je me suis faite avant d'écrire. C'est maintenant que je me suis faite. C'est que les événements d'Algérie, pour employer les termes de l'époque, c'est de la fiction. L'Algérie française était une fiction. La guerre d'Algérie, on l'appelle guerre aujourd'hui, à l'époque, ce n'était pas une guerre, c'était une fiction. On est dans la fiction complète. On est dans des départements français, avec des préfets français. La seule petite différence, c'est qu'on est obligé de dire l'Algérie, c'est la France, pour être sûr. Mais on est dans la fiction. Et ça m'a... C'est après que je m'en suis rendu compte, c'est que c'est un domaine où le gouvernement, les citoyens vivaient dans une fiction. La France, l'Algérie, c'est la France, et la France sans l'Algérie ne sera plus la France. Je cite M. Guy Mollet, qui se souvient encore de Guy Mollet, à part moi. Non oui, bon, c'est bien. Non, mais si vous voulez tester notre culture, on peut aussi. Oui, non, c'est la culture politique des personnages qui paraissaient très importants. Ben, la France sans l'Algérie ne sera plus la France. Ça fait 50 ans que l'Algérie est plus française. La France est encore la France. On est dans un... Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup plu, si j'ose dire, c'est qu'on est dans un domaine où les mots ne recouvraient pas le réel. Donc, pour un romancier, c'est impeccable. Parce qu'on peut faire de la fiction à partir d'une situation qui n'est qu'une fiction. Bon, je ne m'étais pas posé cette question, je n'avais pas cette analyse quand j'ai commencé à écrire. C'était effectivement que, comme journaliste, je n'ai jamais écrit sur l'Algérie, j'aurais pu, mais je ne sais pas. J'allais dire Dieu. Bon, juste le hasard. N'évoquons pas chaque fois des personnages de en Algérie romans. pour un reportage, la première fois, ça devait être le 10e anniversaire de l'indépendance. Il a été annulé parce que le gouvernement algérien avait raté les préparatifs. Donc, ils ont trouvé il y avait une inondation. On a dit non, on ne peut pas le faire. À chaque fois que je devais partir comme journaliste en Algérie, il y a eu un événement qui a fait que je n'ai pas pu y aller. J'espère que vous n'êtes pas devenu paranoïaque quand même. Ben, légèrement. Et puis, ça va s'accentuer avec l'âge. Et donc, quand j'ai arrêté le travail dans un quotidien, j'allais dire qui s'appelle toujours Libération, j'ai eu plus de temps et je me suis dit, j'ai envie d'écrire un bouquin. Et pas un roman, j'avais envie d'écrire un bouquin sur la guerre d'Algérie, sur le début de la guerre d'Algérie. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment un gouvernement démocratique, républicain, issu de la résistance,
avait pu tout d'un coup se livrer aux activités que l'on connaît. Et l'éditeur m'a dit, à juste titre, ça va intéresser personne dans l'histoire, on s'en fout de la guerre d'Algérie, écris un roman, peut-être que si c'est bon en tant que roman, ça marchera et tu feras... Et je me suis lancé là-dedans. Donc il n'y avait pas de préméditation, c'est pour ça que je plaide non coupable. Non coupable. Oui, pas de préméditation. Et puis, en me documentant, j'ai vu qu'il y avait plein de choses que j'avais envie de raconter autour de ce thème, donc j'en ai écrit d'autres. Alors, on a parlé de l'importance des mots. Francis Pornot, de multiples écritures au niveau du journalisme, au niveau de la poésie. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez oublié de parler... Alors, il y a aussi une petite biographie, parce que vous avez parlé de Jean Boudou, aussi, un personnage très important pour vous. Et puis, le livre dont on va le plus parler aujourd'hui, c'est « À la santé des Pachas », qui ne parle pas de l'Algérie des années 60... 50-60, mais de l'Algérie d'aujourd'hui. Mais forcément, si on parle de l'Algérie d'aujourd'hui, on va repartir 50, 60, 70 ans en arrière. Quel a été le moteur de cette fiction ? Je pense que je n'écrirais pas sur l'Algérie aujourd'hui si je n'avais pas un lien personnel non plus avec l'Algérie. Donc je vous le résume très rapidement, mais je constate que écrivent sur l'Algérie aujourd'hui, la plupart du temps, des gens, dans mon cas, qui pour une raison ou une autre ont un lien personnel, sans parler de ceux qui en viennent, naturellement. Tout a commencé lorsque je suis parti comme coopérant, pied rose, comme je dis, avec un brin d'ironie. Oui, après les pieds noirs, c'est un petit peu plus pied rouge. Voilà, après les pieds noirs, les pieds rouges. Donc on met des nuances dans le polar, c'est pour ça. Voilà. C'est ça. Mais bon, après les Pieds Rouges, qui étaient des militants, il y a eu une génération, je dirais qu'il n'y allait pas forcément par militantisme, mais quand même un peu par intérêt, par conviction, par curiosité. Voilà, c'est pour ça que je parle de Pieds Roses. Et ensuite, j'ai passé des décennies, je ne compte pas exactement, mais sans me préoccuper spécialement d'Algérie. Et pourtant, j'écrivais des poèmes qui parfois renvoyaient, j'ai fait plusieurs livres. Petit à petit, je me suis mis à faire des livres et surtout, j'ai eu un jour un appel pendant la décennie dite rouge, les années 90, d'un ancien élève qui m'a dit « Francis, si ce n'est pas des gens comme toi qui viennent voir et qui écrivent sur l'Algérie, on est foutu. On est dans une sorte d'oubliette et vous nous abandonnez un peu à notre triste sort. » Alors je me suis dit, bon, il faut répondre à cet appel. J'y suis allé, j'ai écrit, j'ai fait un reportage qui est paru dans la presse. À l'époque, je cite quand même cette anecdote, j'aime la citer. J'ai proposé d'acheter mon reportage à 3 journaux, Le Monde, Libération et l'Humanité. Le Monde venait d'avoir BHL, donc ils m'ont dit c'est bon, on a eu ce qu'il faut. Libération m'a répondu, monsieur, c'est sans intérêt. Moi, je trouve cette réponse intéressante. On était à la fin des années 90. Et l'Humanité m'a dit, on va réfléchir. Je suis parti quand même. C'est pas, quand on dit on va réfléchir, c'est pas bon signe, mais enfin, heureusement, ils avaient réfléchi au retour et ils me l'ont acheté et ce reportage est paru. Bref, pour pas faire trop long, je veux dire que mon écriture pour l'Algérie s'est presque déclenchée à l'insu de mon plein gré, quoi. J'ai jamais délibéré d'écrire sur l'Algérie et surtout de faire 5 ou 6 livres. Celui-là est le 6e, je crois. Mais petit à petit, il m'est apparu qu'il fallait ça, qu'il y avait besoin de ça. Et ça renvoyait aussi, bien sûr, à mon histoire personnelle. Et aussi, pour terminer ce passage que je ne voudrais pas trop long, je veux dire que l'Algérie, ce n'est pas seulement la guerre, même si c'est un temps fort, même si c'est un temps qui donne du sens à l'avant et l'après. L'Algérie, c'est aussi l'avant, c'est aussi l'après-guerre. Et les Algériens d'aujourd'hui sont très friands qu'on raconte cette histoire, sans parler des Français qui ont besoin de l'apprendre la plupart du temps. Lakhdar Belaïd, donc vous êtes né à Roubaix, donc au territoire français, comme on disait tous tout à l'heure, voilà. Voilà, exactement. Et vos attaches viennent de Kabylie, si je ne m'abuse. Vous êtes journaliste d'Algérie. Vous avez beaucoup couvert, si j'ai bien compris dans les biographies, beaucoup de conflits. Donc, est-ce que ce sont les attaches
ou est-ce que c'est l'idée d'être confronté à beaucoup de conflits et de se poser beaucoup de questions par rapport aux conflits qui ont fait qu'on a abouti à un premier roman noir qui s'appelait Serial Killer, qui doit être là, qui doit être par là, non, ah non, pardon, chez les fantômes de Roubaix, qui est le dernier, voilà. Et puis un livre un petit peu différent, moi, nos romans noirs, Mon père ce terroriste. Quel a été le déclencheur? Alors d'abord, d'intérêt pour ce qui est des conflits, mon intérêt principal, c'était pas trop les conflits, mais surtout les guerres civiles. Et les guerres civiles, bon, notamment la guerre en Irlande du Nord, je pense que c'était pas un hasard. C'est dû effectivement beaucoup à une histoire personnelle, à une histoire familiale, que je vais essayer de résumer effectivement très rapidement. Je ne suis pas né pendant la guerre, je suis né après la guerre d'indépendance, j'ai été conçu en Algérie, mais je suis né effectivement à Roubaix. Et l'histoire particulière ou l'histoire personnelle qui, je pense, a été l'élément déclencheur de mes écrits, c'est le fait que mon père était nationaliste. Il était nationaliste avant le déclenchement de la Révolution en 1954. Il l'était au moins, alors c'est compliqué parce que je n'ai pas les dates exactes puisqu'il ne m'en a jamais parlé. Il est arrivé de France, Algérie, à France, Carvin, en 1951. Immigré économique, après avoir été immigré économique de l'intérieur, entre le village de Kabylie et la région d'Alger, la Mitidja. Bon. Il a fait ce qu'ont fait beaucoup de Français de l'intérieur. Il a traversé la Méditerranée, la rivière entre la partie sud et la partie nord de la France. Et donc il est arrivé dans le Pas-de-Calais pour travailler dans les mines. Et je pense, mais là je ne peux effectivement que le deviner, mais je pense qu'il a fait partie de cette catégorie d'individus. Jean-René Gentil, qui est un historien dans le nord de la France, l'explique très bien. À cette époque, les jeunes Algériens qui quittent donc l'Algérie française pour arriver en métropole sont très marqués par ce qui est arrivé à Sétif en 1945, c'est-à-dire l'extraordinaire répression qu'il y a eu suite à des manifestations nationalistes qui ont donné, alors selon les sources, 10 000 à 45 000 morts. 45 000 morts, c'est les chiffres du FLN, mais qui a aussi été les chiffres de l'armée américaine en 1945, parce que l'armée américaine était très présente. Et 10 000 morts, c'est le chiffre plus ou moins officiel de l'armée française. Sétif, Guelma, etc. Pardon? Vous n'entendez pas bien. Le 8 mai 1945, en France, en Europe, c'est la fin du nazisme. Le 8 mai 1945, en Algérie, ce sont des manifestations nationalistes qui tournent mal et qui terminent par une vague de répression qui dure plusieurs semaines, où la police, l'armée, la marine, mais aussi des milices de pieds noirs, attaquent des villages indigènes après des pogroms européens. Et la fin, c'est des centaines d'Européens tués au début des événements, des émeutes. Et à la fin, au minimum 10 000 morts, essentiellement des musulmans d'Algérie, puisqu'on les appelait comme ça. Et ça a été l'un des événements déclencheurs de la guerre d'Algérie. Pour beaucoup d'historiens, c'est le premier grand événement de la guerre d'Algérie. Donc c'est le 8 mai 1945. Suite à ça, il y a une grande vague d'immigration d'Algériens d'Algérie vers la métropole. Et cette jeunesse-là est très marquée par ces événements. Bon, même si ça ne circule pas aussi facilement qu'aujourd'hui, les informations circulent. Et donc mon père arrive en métropole avec... Bon, je pense qu'il était dans cet état d'esprit-là. En tout cas, beaucoup de jeunes à l'époque l'étaient. Il arrive en 1951 en métropole, il a 22 ans. Il entre à la mine, et là, il est pris en charge par des militants nationalistes, qui ne sont pas le FLN, puisqu'à l'époque, le FLN n'existe pas. C'est un mouvement qui s'appelle le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, qui est l'un des premiers mouvements nationalistes modernes. Et ce mouvement-là est très puissant, très influent. Dès 1951, dès 1952, il y a dans le nord de la France notamment des manifestations où ils sont très bien organisés, où ils noyautent notamment les manifestations de la CGT. Et ça se termine en castagne avec la police parce qu'il y a des revendications indépendantistes, nationalistes. C'est très très violent. J'essaie d'être le plus rapide possible. C'est un mouvement qui quand même connaît une espèce de vendetta interne, ce qui fait qu'en 1954, lorsque la guerre commence, ce n'est pas les nationalistes de cette branche-là qui commencent la guerre, c'est le FLN. Et la conséquence, c'est une guerre civile entre ce mouvement et le FLN. Ne passe pas FLN, il reste dans le mouvement d'origine. Et son histoire d'Algérie, lui, c'est surtout une guerre dans la guerre entre son mouvement, donc le mouvement national algérien, qui est un mouvement historique, et le traître du FLN. En tout cas, bon, c'est comme ça qu'il l'est présenté. Et c'est une guerre extrêmement violente entre 1956 et 1962. Lorsqu'en 1962,
1957 par la PJ suite à une opération anti-FLN qui tourne mal. Il est emprisonné, il est libéré en 62 en Algérie où il a demandé à être transféré. En 62, la première chose qu'il doit faire en tant que militant nationaliste de la toute première heure, c'est fuir l'Algérie pour aller en France, pour ne pas se faire liquider par le FLN qui liquide en fait tous les opposants no FLN nationalistes. C'est une vie d'immigré classique en France. Une histoire comme ça, quand on est nationaliste, qu'on n'est pas du FLN, qu'on est arrêté pour avoir tué des nationalistes, même s'il dit qu'il ne l'a jamais fait, pour avoir raté sa cible en 57, en 56, l'opération pour laquelle a été ratée, bien sûr, a été un fiasco. La cible a été ratée. Bon, c'est un type qui est recruté pour le FLN sur un territoire qui était contrôlé par son opposition. Donc on rate ça, on tue deux pauvres gars qui n'ont rien à voir là-dedans, qui sont deux petits jeunes. On n'est pas très fiers d'en parler, on n'est pas très fiers. Je pense que c'est quelque chose qu'il n'a jamais digéré, quand bien même il n'était pas dans le commando qui a lancé ça. Voilà, c'est déjà quelque chose qui n'a jamais parlé, qui a été transmis par des espèces de mauvaises ondes ou de bonnes ondes, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais bon, vraiment par une espèce de loi du silence. Bon, je pense que quand on a vécu ça, on ne vit pas la guerre d'Algérie, l'histoire de la guerre d'Algérie comme tout le monde, avec les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Là-dessus, je vis dans une région où les harkis sont très nombreux. J'ai beaucoup d'amis harkis, j'ai grandi avec beaucoup d'enfants de harkis. Donc je sais qu'on n'est pas, lorsqu'on est harki, on n'est pas forcément des avocats de l'Algérie française voulant défendre le colonialisme en se laissant en courbant les chines. C'est pas aussi simple que ça. J'ai appris, comme disaient mes voisins ici, qu'on peut être harki par accident. J'ai appris que dans ma propre famille, il y avait des gens du FLN, des harkis. Tout ça fait qu'à la fin, on se demande comment on peut écrire, si on tombe dans quelque chose de strictement historique, comment on peut écrire quelque chose de strictement historique. Je peux. Surtout en plus. Je peux faire un commentaire. Non, mais après, je te laisserai après la parole. Je te laisserai la parole. Et du coup, avec toute la loi du silence qui est autour de ça, rien de tel que la fiction et le roman. Voilà. Le commentaire, non, c'est le psy qui va parler là. Hein. On voit, non, mais très rapide. On voit bien dans les différents commentaires que tout cela a à voir pour chacun d'entre nous globalement avec des histoires de loyauté familiale. On est tous des fils loyaux à l'histoire familiale, puisque d'une manière ou d'une autre, on a eu nécessité d'écrire parce que Zamponi l'a pas dit tout à l'heure, mais... Ah non, tu vas pas parler aussi pour Zamponi, va pas... Là, ça va... Et il y a un deuxième commentaire que je voulais faire, j'ai pas voulu le faire tout à l'heure en temps et heure, quand mon camarade parlait des Juifs d'Algérie, parce que j'en suis... c'est faux que les Algériens n'ont pas du tout notion ou conscience de la communauté juive en Algérie, parce qu'il se trouve deux choses que j'ai trouvées délicieuses. J'y suis allé en février pour la sortie d'Alger la Noire en édition algérienne, chez Barzac. Il était interdit auparavant, il a été autorisé cette année-là. Et j'ai fait une série de conférences dans les différents centres culturels d'Algérie, ce qui m'a permis de découvrir l'Algérie que je ne connaissais pas, des villes que je ne connaissais pas. Et la plupart des Algériens que j'ai rencontrés n'ont cessé de me dire ce que tu disais tout à l'heure, à savoir, vous étiez là bien avant les Arabes, notamment les Kabyles me disaient ça, et donc vous n'êtes pas des pieds noirs et vous avez votre place à part entière chez nous, hein, avec toute l'ambiguïté que ça peut représenter par rapport au conflit avec Israël, etc., etc. Et moi qui suis né dans la Casbah, j'y suis retourné sans aucun problème. Je suis retourné, y compris là, à l'endroit où j'ai passé ma toute petite enfance. Et il y avait une synagogue où nous allions quand j'étais enfant, qui était la synagogue de la rue Randon, qui était une très belle synagogue du 19e siècle, qui est devenue une mosquée, qui est tenue par un imam intégriste salafiste. Et cette mosquée s'appelle la mosquée des Juifs. C'est formidable. Ce qui est assez formidable, c'est justement, il y a un mot qui m'a tilté dans ce que vous venez de dire, puis je crois qu'on va passer au tutoiement parce qu'on a du mal. Oui. Oui, voilà. C'est peut-être parce qu'on est de Méditerranée. C'est la clairvoyance. Tu as évoqué le mot cécité. Or, chacun d'entre vous, dans chacun de vos livres, vous avez une clairvoyance de tas de mouvements et de tas de personnes qui voient différemment. Et c'est ça qui est important. Alors, je voudrais citer maintenant un petit extrait d'un article. Alors là, on n'est plus dans la fiction. On est dans un article qu'a fait Francis Zamponi, qu'on peut trouver sur son site et que je vous recommande parce que c'est un très, très bel article qui s'appelle « Les mots de l'Algérie » et qui dit
Et c'est très bien parce que ça pose des questions. Et je crois que ce qui est le plus important, c'est de se poser les bonnes questions. Tout au moins des questions, on n'est pas sûr qu'elles soient bonnes. Que commémore-t-on donc en mars 2012? La signature des accords d'Évian, le retour du contingent, l'exode des Pieds Noirs, la victoire du FLN, la défaite de la France, le terrorisme sanglant de l'OAS, le massacre des Harkis. Et phrase pour moi la plus importante, chacun s'accroche à ses souvenirs et un demi-siècle plus tard ne veut pas entendre parler de ceux des autres. Et je crois que chacun dans vos romans, c'est exactement la piste que vous explorez. Donc j'aimerais bien, alors peut-être puisque c'est les mots de Francis, on va laisser parler Francis au début, mais j'aimerais que vous réagissiez à ça. On a tous les souvenirs des autres, mais on s'accroche quand même aux siens. Oui, ce texte remarquable qui vient d'être lu de façon donc, tu es en accord avec toi-même. Je trouve tout à fait. J'avais oublié de le citer, sinon je l'aurais fait, mais bon. Oui, c'est vrai que en écoutant mon voisin de Roubaix à gauche, moi je ne sais pas pourquoi il parle d'Algérie, parce que c'est assez loin. De Dunkerque à Tamanrasset, c'est le même pays, disait De Gaulle, mais bon. Je me dis, comment on emploie les mots? Je reviens un peu sur ce texte, parce qu'il dit, mon père était nationaliste. Nationaliste, moi je connais comme nationaliste que les Corses, qui sont des nationalistes. On disait les Félagas. Et dont vous faites partie aussi. Les rebelles, les hors-la-loi, mais jamais des nationalistes. Les mots, dans cette histoire, oui, dans l'histoire de l'Algérie dont nous parlons, on a une impuissance à désigner. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la guerre, on ne parle pas de guerre, on parle d'événements. Comment on appelle les habitants de l'Algérie dans les années avant 62 ? C'est rien. Dans ma famille, on dit les indigènes, les arabes. On dit aussi les musulmans, c'est une classification. On ne disait pas les Français, les melons, les ratons, les crouilles, j'en passe. Les crouilles, c'était très les Français de souche nord-africaine, FSNA. Oui, les fabrications de sigles pour désigner, alors qu'on ne se dit pas comment on appelle les habitants de la Creuse, les Creusois. Et comment appelle-t-on les Français en Algérie, d'Algérie, de France, d'Algérie? Les Français de France, d'Algérie. C'est moi qui pose des questions. Oui. Non, mais il perd aucune occasion de piquer la parole. Oui. Mais il y a une impossibilité de désigner les choses ou les êtres humains par leur nom. Il y a eu des HLL, 10 HLL abattus, hors la loi. Pas des nationalistes, ce serait tout à fait scandaleux. Et tout ce micmac où on cherche à trouver des mots, c'est frappant aussi de se dire pourquoi on est obligé de dire que l'Algérie est française si elle l'est. On rappelle partout l'Algérie est française. C'est des NORAF, c'est pas. Moi, ça m'a frappé quand j'ai écrit. Alors, y compris dans les débats qu'on peut avoir, parce que je sais pas comment dire. Je veux dire, moi, j'étais quoi? J'étais pas pied noir, on s'appelait pas des pieds noirs. Ali, celui qui, au lieu d'aller à l'école avec moi, portait le couffin de ma mère quand elle rentrait du marché. Il préférait porter le couffin et cirer les chaussures qu'aller à l'école. C'est son problème. Mais oui, non, mais vous voyez ce que je veux dire. On se pose pas ces questions quand on est enfant. Ça me paraissait normal que Mohamed, il porte le couffin et qu'il cire les chaussures, alors que moi, j'allais à l'école. Et comment l'appeler? Un petit arabe, un indigène, Yahouled. Ouais, Yahouled. Mais on n'arrivait pas à nommer. Et ça m'a, pas posé des problèmes dans l'écriture fictionnelle parce que j'utilise le langage de l'époque. Alors, il y a des fois où ça choque. Cette petite mauresque qui fait si bien le ménage. Pourquoi c'est une mauresque? J'en sais rien. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur l'intérêt pour les guerres civiles, il y a une chose qui est très intéressante dans la guerre civile, c'est que dans les multiples conflits que ça contient, il y a forcément le conflit du vocabulaire. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple des Irlandais, selon qu'on est dans un camp, on est un freedom fighter, donc un combattant de la liberté. En face, on est un terroriste ou un homme de violence. Les protestants sont des loyalistes, les républicains, les catholiques sont des républicains. Bon, même si c'est plus compliqué que ça, évidemment. Les premiers républicains, c'était des protestants. Mais on joue beaucoup sur le vocabulaire, où selon le camp où on se place, il y a, terroriste, c'est une insulte. Par contre, on dit combattant de la liberté pour un membre de l'IRA, etc. Et ce qui est intéressant dans la situation, pour revenir à l'histoire qui m'intéresse le plus, c'est l'histoire de mon père, mais qui peut, à mon avis, s'étendre aux gens du FLN, c'est qu'on a
sur les questions de vocabulaire ou même sur les questions de grands principes, quelque chose qui est, et je reviens là à ce que disait Francis tout à l'heure, avec très pertinence et intelligence, pour ne pas dire brillance, où on est et qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire que, par exemple, dans le bouquin que je consacre vraiment spécifiquement à mon père, qui n'est pas un roman, mais qui est écrit comme un roman, j'ai récupéré des PV de justice, de police, etc. Et on est quand même dans un pays, dans les années 50, donc la loi de 1905, elle n'est pas vieille, elle n'est pas jeune, mais elle existe, où vous avez des flics et des magistrats qui parlent de musulmans, par exemple. On est dans un pays laïque, aujourd'hui on nous explique, attention, au communautarisme, machin, on n'est pas musulman, on est français, etc. Mais quand il s'agit d'enquêter, d'administrer, etc., c'est quand même bien pratique de saucissonner, de sectionner avec les musulmans, les machins, etc., comme ça on repère. Vous avez des policiers qui parlent de gens qui surveillent, qui parlent de frères de race dans des rapports. Enfin voilà. Donc là, on n'est même plus dans la laïcité, on est carrément dans l'apartheid, dans le vocabulaire. Et je peux en dire autant sur les journalistes. Hein. Tout ce qui est plus ou moins autorité, morale ou intellectuelle. Ah non, mais je pense qu'il faut être vigilant tout le temps. Et pour revenir à un débat, enfin à des sujets plus contemporains, je pense qu'il faut qu'on se surveille. Je pense qu'on se surveille plutôt bien, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on écrit. Quand on parle de sujets comme les Roms, par exemple, ou des choses comme ça, où il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des êtres humains devant nous. Et voilà, ça va très vite, ça va très très vite. Et je pense que ça, ces dérives-là, on les a beaucoup connues avant la guerre d'indépendance, pendant la guerre d'indépendance, et même aussi après. Et on a comme ça des espèces de choses qui... je ne sais pas comment on peut dire ça, pour reprendre l'histoire des Palestiniens, par exemple. J'avais lu un jour un papier où on disait... il y a des gens qui sont prêts à reconnaître l'existence du peuple palestinien, mais pas de la Palestine. Donc il faudrait que les Palestiniens apprennent à voler, comme ça ils existeront dans les airs, mais pas sur leur territoire. Et on est un peu comme ça aussi, me semble-t-il, quelquefois dans l'appréciation de l'Algérie quand on a un regard un peu colonial. Et ça vient, et je parle aussi bien de l'administration que de la presse, voilà, de tout ce qui peut être autorité. Un exemple que je peux donner, c'est par exemple dans le traitement policier, mais ça peut être encore une fois autre chose, hein, des services secrets de la sale guerre qui a été cette guerre d'Algérie. Lorsqu'il a été question, par exemple, de liquider des membres du FLN, des porteurs de valises du FLN, des marchands d'armes ou des acheteurs d'armes du FLN, il y avait des mouvements plus ou moins clandestins qui étaient des courroies de transmission des services français. Pas de problème. Buter, on pouvait le faire, liquider, on pouvait le faire. Mais dès qu'il s'est agi de devoir faire pareil avec des gens proches de l'OS, des membres de l'OS, là, c'était plus du tout la même chose parce que ces gens-là, c'était des compatriotes. Il y a des flics qui ont dit, moi, je ne le ferai pas parce que ce sont des compatriotes. Mais les Algériens qu'on butait avant, c'était quoi alors si ce n'était pas des compatriotes? Si l'Algérie, c'est la France, c'est quoi ces gens-là si ce n'est pas des citoyens français? Moi, j'ai un oncle, après j'arrêterai là, j'ai récupéré son passeport, j'en ai une copie ici. Il y a écrit dessus, alors je ne sais pas si je peux le retrouver... où est-ce qu'il est? Je vais essayer de retrouver ça. Enfin bon, je retrouverai. Français à statut spécial. C'est écrit sur son passeport. C'est un passeport français, citoyen nationalité, français à statut spécial. Je pense que ça résume un peu tout ça. Donc on est aussi dans une vraie forme d'hypocrisie qui peut résumer, je pense, le système colonial, puisqu'on est passé de rien à statut de sujet, à statut de citoyen de seconde zone, à l'indépendance. Alors, je vais passer la parole à Barouk Salamé parce que si il est un pouvoir des mots qu'il a pu étudier dans son métier d'universitaire et de sémiologue, je crois. Donc, est-ce que tout se résume à des mots? Non, il y a l'humain derrière. Ouais, je suis sémiologue, mais pas universitaire. Je crois que un des problèmes de la guerre d'Algérie, c'est que quand on compare avec le Vietnam, par exemple, le Vietnam, c'était les Américains qui allaient occuper un pays étranger. En Algérie, si ça a été aussi violent et si on a pendant longtemps eu autant de mal à trouver ces mots, c'est que en fait, c'était pas la même situation. Parce que quand la France est arrivée, l'Algérie, c'était un morceau de l'Empire turc. Et donc, il n'y avait pas... le nationalisme, c'est le colonialisme qui l'a fabriqué. En fait, ce qui n'allait pas, c'était cette incroyable inégalité entre les Algériens d'origine européenne et les Algériens indigènes
comme on les appelait. Seulement, en fait, tous ces gens-là, ils se sentaient français. Messali Hadj, que vient d'évoquer mon confrère, c'est un cas très intéressant et assez mal connu, malheureusement, parce que c'est un vaincu. Donc, tout son parti, toute son histoire est passé à la trappe. N'empêche que c'est le premier qui a revendiqué l'indépendance. Il faut savoir que la plupart des mouvements algériens, il y avait beaucoup de mouvements politiques, syndicaux, etc. Très peu réclamaient l'indépendance. Très peu. Il y avait uniquement le parti évoqué de Messali Hadj. Tous les autres, ce qu'ils voulaient, c'était simplement les mêmes droits. Voilà. C'était avoir les mêmes droits que les chrétiens, en allant vite, hein, puisque c'était un peu comme ça qu'on... Voilà. C'était avoir les mêmes droits. Et pendant très longtemps, beaucoup ont cru qu'ils allaient pouvoir l'obtenir. Et je pense que même Messali Hadj pensait que par la voie légale ou par des grèves, ou alors même comme avec un peu de terrorisme, mais pas trop, comme avaient fait les Tunisiens et les Marocains, qui avaient obtenu leur indépendance avec un tout petit peu de terrorisme, juste ce qu'il faut pour arriver à la table des négociations. La grande différence avec le FLN, c'est que eux, ils étaient jeunes, et ils étaient beaucoup plus jeunes, sans doute beaucoup plus violents. Il faut savoir que, en fait, le FLN en 54, ça n'existe pas. C'est 10, 20, 30 personnes qui siphonnent le parti à laquelle appartenait le père de mon confrère. Donc, en fait, ils n'existent pas. Ils font croire, par la voie du Caire, qu'ils sont très nombreux, et chaque fois qu'il y a un attentat, ils le revendiquent. Mais jusqu'en 57, 58, là-dessus, les historiens ne sont pas très d'accord. Ils sont très peu nombreux. Sauf que eux, ils ont compris une chose, c'est que pour se détacher de la France, il va falloir être extrêmement violent. Il va falloir qu'il y ait des torrents de sang pour que les Algériens musulmans commencent à penser qu'ils ne sont pas français. Et c'est pour ça que ça a été extrêmement violent. Il faut savoir que quelqu'un comme Aben Ramdan, il savait que pour avoir la couverture des médias, il fallait tuer 10, 20, 30 personnes, mais il fallait que ça éclabousse. Sinon, on allait vivoter comme ça éternellement. Donc, cette espèce de carnage qui allait en s'enflant, il faut voir aussi, effectivement, c'était des gens qui avaient été brûlés par ce qui s'était passé en 1945. C'était des gens qui n'arrivaient pas à oublier ce qui s'était passé. Mais ensuite, tout ce sang, ça a été programmé, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils n'allaient obtenir les mêmes droits, et ils ont gagné. Je veux dire, si vous comparez, c'est ça qui est terrible dans cette guerre. Et je pense qu'il y a un rapport avec la situation d'aujourd'hui. Si les militaires sont au pouvoir, ce n'est pas un hasard. C'est parce que dès 1958, il y a une logique de fou qui se met en route, où c'est le plus méchant qui va gagner. C'est même avant 1958. Hein. Il y a le... Il y a un roman qui commence dans les années 50, il y a un roman qui commence en 1945 avec le boucher de Guémelin. Il y a un roman qui commence maintenant, mais dans ce roman, n'empêche qu'il y a une phrase qui dit, Francis Pornon, tout citoyen algérien a un complexe algérien, même s'il diffère de celui du voisin. Voilà, et on en est là, violence, et puis il y a la violence de l'autre côté, l'OAS, on en parlera après. Voilà, je voudrais en revenir un peu à la question que vous avez posée, la question de la lucidité, de la cécité, de l'amnésie, du souvenir, parce que sinon, on pourrait prolonger notre débat toute la soirée et toute la nuit. Et je crois qu'on peut mesurer l'immensité de l'amnésie
et l'immensité de la méconnaissance. Dans quelle profondeur a été enfouie cette Atlantide qu'est l'Algérie, pour les Français au moins, en ce sens que, évidemment, on va tout de suite se disputer des rapports entre le FLN, le MLNA, etc. Je crois que c'est, pour en revenir à la question posée, hein, et de la position que nous avons, nous, en tant qu'écrivains, sinon j'aurais peur de m'y noyer, peut-être aussi, comment dirais-je, mon expérience à moi et mes livres se situent légèrement différemment, puisque je ne parle pas de la guerre. Je voudrais dire que moi, j'ai été en quelque sorte au début un voyageur de l'impérial, comme disait Aragon, c'est-à-dire quelqu'un qui suivait un chemin sans en distinguer tout à fait bien la route. C'est après que je me suis aperçu que le fait d'avoir été en Algérie comme professeur à ce moment-là avait pu être pris dans une histoire, hein. J'avais d'abord fait des études de philo, où j'avais entre autres étudié Marx, le fait que l'individu est déterminé par son environnement social avant tout. Et comme écrivain, j'aimais bien aussi ce que disait Bourjade, c'est s'il n'y a pas l'histoire et s'il n'y a pas le sexe, alors il n'y a rien. Bon, pour le sexe, on verra plus tard, mais là, nous sommes dans l'histoire. Merci. Il est clair qu'on a rencontré l'histoire là-dedans. Et c'est pour ça aussi que récemment, j'ai fait quelques articles sur les pieds rouges, sur les pieds noirs, sur les pieds roses aussi, donc les coopérants. Je crois que, comment dire, il ne faut pas réduire l'histoire entre la France et l'Algérie à la guerre, parce que sinon, ça va occulter des tas de choses. Et je dois dire aussi que, effectivement, j'ai rencontré des amis en Algérie qui m'ont baladé dans les anciennes synagogues pour me les montrer, celles qui sont transformées en mosquées, celles qui sont transformées en autre chose. Mais c'est une couche particulière d'un certain âge. La jeunesse algérienne, qui est quand même les 3/4 de la population, je crains qu'elle soit en dehors et dans l'ignorance. Donc la grande question pour moi, c'est pas tellement, si on veut, comment dirais-je, bien sûr, il faut comprendre les rouages de la guerre d'Algérie, c'est très important, c'est même décisif. Mais la grande question, en tout cas pour moi, maintenant, c'est qu'y a-t-il à faire entre la France et l'Algérie? Qu'est-ce qui se passe en réalité et qui est caché entre les rapports réels, les fonctionnements réels. Et c'est pour ça que j'ai fictionné une histoire réelle. C'est une histoire de médicaments, parce qu'on s'aperçoit... On y reviendra après. Ouais. D'accord. Non, c'est simplement les histoires cachées, les chemins qui ne vont pas tout droit. On retrouve cette histoire dans Alger la Noire, justement. Oui, alors moi je voulais pointer une chose, parce que là j'entendais le débat, et je vous avoue que je commençais un peu à m'ennuyer, parce que, voilà, comme vous l'avez dit, ça peut être un débat sans fin sur... Non, mais l'histoire. Chacun revisitant l'histoire du combat militaire, etc. Et, pour rien vous cacher, ni dans mon bouquin, ni de manière générale, c'est ce qui prime dans ce que j'essaie de dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le vécu, c'est ce que vivent les gens et la manière dont ils sont manipulés, utilisés, et dont, surtout dans cette partie-là de ce conflit, où toute communauté confondue, ils ont été victimes de la barbarie des uns et des autres, des enjeux, ce que tu disais, sur il faut qu'il y ait du sang qui coule, etc. Moi, j'ai eu un moment délicieux en février quand j'étais en Algérie, parce que j'ai rencontré... je ne me souviens plus son nom, le responsable des pages culturelles d'Al-Watan, qui a exactement le même âge que moi. Et qui avait lu... Très jeune. Voilà, très jeune. Et qui a, pour rien vous cacher, donc, qui est né en 49, et qui avait lu le bouquin, alors qu'il était interdit en Algérie, mais il avait lu, il avait pu l'avoir. Et il tenait absolument à me rencontrer parce qu'il voulait échanger sur nos vécus respectifs. C'est-à-dire qu'il avait été troublé de voir qu'au fond, ce que je racontais, il avait décodé ce qui m'avait fait peur enfant et ce qui lui avait fait peur lui enfant. Les jeux qu'on avait, qui étaient les mêmes, les choses du partage,
Et il avait aussi peur que moi des attentats FLN et aussi peur que moi des attentats de l'OS parce que c'était de la barbarie et que ça pouvait tomber sur tout le monde. Donc moi ce qui me dérange beaucoup dans cette histoire et que j'ai revisité en février en Algérie, c'est exactement ce que disait Zamponi tout à l'heure sur les mots qu'on met sur les choses, et c'est le discours des Algériens. C'était essentiellement des jeunes qui venaient au débat, des étudiants pour la plupart, et qui ne connaissaient pas leur histoire. Ils avaient une histoire officielle auquel ils ne croyaient pas du tout, mais ils disaient on n'a pas accès à... Voilà, on nous raconte des conneries, c'est les méchants, les gentils, etc. Et la plupart m'ont fait la demande suivante que j'ai trouvée particulièrement cinglée, c'était de me dire, vous qui êtes psychanalyste et qui avez pu raconter avec vos mots et le vécu des gens la fin de cette guerre d'Algérie, pourriez-vous, pour nous, écrire, via des témoignages, etc., le vécu de la guerre civile qu'on a vécu dans les années 90, parce que de même qu'on nous a caché la guerre d'Algérie dans ce qu'il y a eu de plus horrible, etc., de conflits entre les communautés, de même, on a mis le couvercle sur ce qui s'est passé, et ce qu'on redoute, c'est que, vous le savez bien, vous qui êtes psy, quand les choses sont refoulées, elles réapparaissent d'une manière ou d'une autre. Et c'est-à-dire ils ont la trouille que de nouveau, ça redémarre pour un tour. C'est-à-dire que de nouveau, ils s'étripent. Et j'étais vraiment surpris, parce que je me suis dit que c'était totalement légitime de leur part, cette peur. D'accord ? Alors, justement, donc, on a une trame de fond. La guerre d'Algérie, avant, avec, par exemple, les massacres de Sétif qui sont évoqués, le massacre de Guelma. Mais, comme on dit, on est dans le roman noir, on a l'autre en face, on a le vécu. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu de Serjoun, petit enfant, et qui va se retrouver dans les années 50, justement, au fondement de l'histoire que tout le monde ignore, où il y a des gens qui croient encore en une Algérie multiconfessionnelle, multiraciale, et qui va voir de ses yeux d'enfant, et c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire le point de vue de cet enfant, et qui va arriver, et puis il y a cette grand-mère. Il y a des grands-mères que vous partagez, oui, d'ailleurs. Voilà. Oui, il y avait beaucoup d'enfants dans cette guerre, et ça, c'est un aspect dont je voulais parler. Pour vous donner juste un exemple, quand Ali Lapointe, à la fin de la bataille d'Alger, a été encerclé par les soldats de Massu, il a préféré, donc c'était l'un des chefs des militants du FLN qui tenait Alger, il a préféré se faire sauter avec sa petite cellule plutôt que de se rendre au Para. Et avec lui, il y avait une femme et un enfant de 12 ans. Donc c'est pour vous dire l'armée que ça a représenté. Donc des enfants de 12 ans qui faisaient soit guetteurs, soit qui transportaient des vivres, ou qui transportaient des armes, ou qui servaient de messagers, c'était courant. Donc moi j'ai voulu me mettre dans la tête d'un de ces enfants-là, c'est-à-dire il ne faut pas croire que ces enfants étaient instrumentalisés. Ils rêvaient aussi de révolution, ils rêvaient d'égalité, ils avaient aussi des rêves. Donc j'ai voulu, à travers ça, me mettre dans la tête d'un enfant, comment il a vécu cette époque. Et effectivement, il y a eu plusieurs cas d'enfants de cet âge qui étaient aussi juifs, qui ont combattu du côté du FLN, et dont un certain nombre sont morts. Donc comment ça grandit ces gens-là qui forcément avaient un rêve de fraternité, c'est-à-dire que pour eux, il fallait que tout le monde ait les mêmes droits et qu'on arrive à une Algérie indépendante, mais où il y aurait les Européens espagnols, italiens, maltais, mais aussi les Arabes, et tout le monde pouvant vivre ensemble. C'était aussi le but de Messali Hadj. C'était moins le but du FLN, puisque quand on regarde, quand on compare les programmes politiques,
le programme politique du FLN, c'était retour à l'État islamique de 1830. Donc si vous dites un État islamique, ça veut dire forcément des minorités, bon, etc. Ce qui est incroyable dans cette guerre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont investi leur temps, leur argent, leur vie, leur honneur, leur liberté dans le but d'un pays multiculturel. Et en fait, ces gens-là, on peut dire que dès 62, ils ont perdu. Ce sont des vaincus parce que les gens qui arrivent au pouvoir, ils n'ont pas l'intention de partager, ils n'ont pas l'intention d'ouvrir le pays à tout le monde. En fait, il y a toute une série d'enlèvements qui sont faits. On n'a pas de documents, donc c'est très difficile d'être péremptoire. Mais il est clair que ces enlèvements qui étaient systématiques et à une très grande échelle, qui se passaient aussi bien à Alger qu'à Oran, ça avait pour but de faire peur aux Européens. Et donc, ça avait pour but de faire peur aux Algériens de souche européenne. Et ça avait pour but d'amorcer un mouvement de fuite. Alors, 2 mots très importants. Rêve, peur. Maurice Fabre, le sous-préfet, qui n'est certainement pas au champ, et qui se retrouve en Algérie, lui, ses rêves, c'est de drôles de rêves quand même. Et là, on a quand même quelques horreurs de la République que dénonce Francis Zamponi dans Le Boucher le Guelma. J'aimerais qu'il nous en parle un petit peu. Je ne dénonce rien, je décris. Parce que sinon, ça voudrait dire que j'émets un jugement de valeur. Je pense que c'est au lecteur de s'en débrouiller. Et effectivement, d'abord, je suis très content qu'on me redonne la parole, parce que je ne vois pas pourquoi on a invité d'autres auteurs. J'aurais pu faire tout ça le même. Ça fait rien. Mais oui, donc, je vais revenir un peu justement au roman, parce qu'on n'est pas... On est dans la fiction, on le rappelle. D'historien, on ne va pas refaire la guerre d'Algérie, mais c'est la façon dont chacun de nous a pu aborder, quel point de vue prendre pour décrire un moment. Et c'est vrai que dans Le Boucher de Guelma, j'ai pris le point de vue d'un personnage que j'ai fabriqué à partir d'un personnage réel, qui est ça me paraissait intéressant, un résistant. Il n'a pas été collaborateur, il a été favorable au débarquement des Américains en Algérie, il s'est occupé de résistance, et qui tout d'un coup, il devient sous-préfet à Guelma par un concours de circonstances administratives au moment où se déclenchent les événements. Et ce qui m'intéressait, c'est les réflexions de ce personnage. C'est pas de donner une thèse historique sur le début de la guerre d'Algérie. Ça, j'en serais bien incapable. C'était de recréer, en essayant de faire le plus crédible possible, ce personnage civil qui se retrouve à avoir tous les pouvoirs sur une petite ville. Ça se passe en Algérie, effectivement. On pourrait imaginer que ça se passe dans un autre pays où un personnage se prend tout d'un coup pour le patron. Et lui a un rêve, c'est de faire de l'Algérie l'équivalent de l'Afrique du Sud. Ou, beaucoup plus, les États-Unis. Il discute avec un Américain qui dit « Mais démographiquement, vous êtes perdus. Vous êtes 1 million, ils sont 9 millions, ça va se multiplier, vous êtes perdus. » Nous, aux États-Unis, on n'a pas laissé les Indiens se multiplier. On les a supprimés. Et comme ça, c'était un vrai pays. Et lui se fabrique ce rêve avec un officier américain qui l'encourage là-dedans. Et il essaie de le créer dans sa sous-préfecture à Guelma en disant « Il faut de l'affrontement, il faut du sang pour que les Européens se rendent compte que la situation est désespérée si on ne tue pas tous les Arabes. C'est que simplement par juste une règle démographique, vous serez viré un jour ou l'autre. Et les Américains, l'officier américain qui lui explique ça, est à l'histoire pour lui. Si aux États-Unis on avait laissé les Indiens se développer, il n'y aurait jamais eu d'États-Unis d'Amérique tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc c'était
je ne suis pas parti sur une vision de l'histoire, mais plutôt des personnages. C'est ça qui me paraît intéressant, et que ce ne soit pas des personnages manichéens. Dans mon premier roman, je n'ai pas pris un tortionnaire stupide. Ça ne m'aurait pas intéressé d'avoir comme personnage un officier parachutiste borné, comme il en a sans doute existé, je ne citerai pas de nom. J'ai pris quelqu'un qui aussi avait été résistant, déporté, qui était plutôt intelligent. Et c'est ça qui me paraît, enfin moi c'est ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir des personnages qui ne soient pas juste des messagers pour dire, je me demande d'où j'aurai, voilà ma vision de l'histoire. Ils se débrouillent dans des situations pour le moins complexes. Et la guerre d'Algérie là-dessus, enfin la guerre d'Algérie, les événements d'Algérie, pour employer la terminologie de l'époque, elle est assez riche pour avoir un tas d'époques qui peuvent permettre d'écrire une dizaine de romans, facile. Oh, largement. On revient à l'époque actuelle. Les sentiments des deux personnages, qui deviennent des personnages récurrents d'ailleurs dans les autres romans de l'Akhtar Belaïd, qui sont le Rebecop et le journaliste, eux vont sombrer actuellement, enfin il y a une dizaine d'années, dans le passé, mais dans leur propre passé. Donc j'aimerais un peu que tu nous parles de ces deux personnages. Merci. Effectivement, là on est dans le roman et pas du tout dans le... Enfin, on est dans la fiction qui est alimentée par l'histoire, et elle est alimentée par une histoire qui est soit très peu connue, soit réécrite, parce que c'est vrai que l'histoire c'est aussi une arme politique, donc on peut la réécrire en fonction de ses intérêts, selon qu'on est au pouvoir ou au contraire dans l'opposition au pouvoir. Mais mes deux personnages qu'on retrouve effectivement dans les 4 romans policiers que j'ai écrits sont là un journaliste qui est donc fils effectivement de messaliste, donc fils de militant nationaliste, mais nationaliste ayant perdu la guerre, en tout cas la guerre dans la guerre entre nationalistes, et un autre qui lui est fils de harki. Les deux ont cette particularité que leurs pères ont dû fuir l'Algérie en 62 pour éviter de se faire liquider pour des raisons différentes. Sauf que le journaliste, il a une espèce d'innocence due d'ailleurs au fait que le père a caché une partie de l'histoire, en tout cas l'a réécrite. Et donc voilà, le combat de son père a gagné, même si le père a perdu. Donc il peut se permettre une sorte de naïveté où, quand il est en rapport avec des responsables politiques plus ou moins cyniques, il peut faire semblant d'y croire, en tout cas y croire. Politique ou autre d'ailleurs, des décideurs politiques ou autres. Le flic, lui, c'est complètement autre chose. Son père a fui en 62 et lui, il n'est même pas encore né, que c'est déjà un paria, c'est déjà un traître, c'est déjà un rejeté, enfin c'est déjà une espèce de merde de la société. Et à peine né, il va devoir se battre contre la société, parce que quand on s'appelle Ben Salem dans une société qui n'est pas simple, on a tous les problèmes qu'on peut avoir quand on s'appelle Ben Salem. En plus, quand on est fils de harki, on a des problèmes avec, là je reprends ce que je disais tout à l'heure, les termes administratifs, avec ses propres coreligionnaires, parce que en face, les immigrés, les enfants de militants FN et autres, peu importe, quand on est fils de harki, on est un fils de traître, donc on est qu'une merde qu'on rejette. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui, dès la naissance, sait qu'on lui fera jamais de cadeau. Qui, dès la naissance, voit la société de façon extrêmement noire, se méfie tout le temps. C'est quelqu'un de très intelligent, au regard très aiguisé. Voilà, c'est le type qui, chaque fois qu'il fait confiance à quelqu'un, se fait avoir. Ou quand sa famille fait confiance à quelqu'un, se fait avoir. Donc il fait confiance à personne. Et il fait confiance à une seule personne, c'est son ami le journaliste, qu'il a connu tout enfant, dont il a tout de suite perçu l'innocence dans tous les sens du terme. Ça a compris sa connerie, c'est un naïf qui se laisse berner assez facilement. Et ils sont tout le temps, ils sont inséparables, donc ils sont 2 frères et ils se complètent beaucoup. Et ces 2 personnages-là évoluent à chaque fois dans chacun de mes romans dans des histoires où c'est l'histoire qui les rattrape. Dans le premier, donc dans Serial Killers, ce sont des gens qui viennent à Roubaix. C'est une ville qui est très particulière parce qu'encore une fois, on est très loin de l'Algérie indépendante, mais c'est une ville qui a été très marquée par la guerre d'Algérie parce que beaucoup de jeunes Français l'ont faite, parce que beaucoup de messalistes s'y sont réfugiés. Bon, déjà avant l'indépendance, c'était une terre d'immigration, mais après l'indépendance, beaucoup de messalistes s'y sont réfugiés pour fuir le FLN. Le FLN s'y est implanté pour contrôler l'immigration, et par-dessus le marché, à partir de 62, beaucoup de harkis s'y sont installés parce que le textile, entre autres, avait besoin de bras, et on est allé les rechercher dans les camps de harkis du sud de la France. Donc voilà, c'est une espèce de microcosme, une espèce de petit terrain où tout est concentré sur un territoire tout petit. Et donc par-dessus le marché, il y a des nostalgiques de l'OS qui arrivent là-dedans en se disant tiens,
on a besoin d'une guerre civile en France pour essayer de prendre le pouvoir, pour essayer de semer un peu la zizanie, bon, un peu ce qu'a pu connaître l'Italie des années 70. Enfin, voilà, c'est ces espèces de stratégies de politique de la tension qui font qu'en créant des guerres civiles, on peut déstabiliser politiquement un pays. Et c'est là-dedans, bon, là, on part d'une ville de province qui fait 100 000 habitants. Et voilà, donc c'est la guerre d'Algérie, tout ce qu'on n'a pas pu dire sur la guerre d'Algérie, tous les zombies de la guerre d'Algérie qui reviennent plus facilement, parce que comme on n'en a pas parlé, qu'il y a beaucoup de fantasmes, on peut facilement recréer des situations. Et, voilà. Et tous mes personnages un peu tournent autour de ça, tous mes bouquins tournent autour de ça, avec à chaque fois une guerre différente. C'est-à-dire la guerre en Bosnie pour le 2e, la guerre en Irak pour le 3e, et la 2e guerre mondiale pour le tout dernier. Voilà, absolument. Voilà. Je voudrais passer la parole à Francis Pornon, parce que lui aussi, il revisite l'histoire à travers une fiction, à travers, entre autres, les yeux d'une jeune femme. Je prends le micro. Les yeux d'une jeune femme qui va essayer d'aider des gens en amenant des vaccins en Algérie et qui se heurte à un trafic de médicaments absolument horrible. Donc la fiction qui revisite l'histoire, et donc on va revenir très loin malgré tout. On va brasser... Oui, c'est ça. Je crois que le travail du romancier, vous le résumez bien par cette formule, la fiction qui revisite l'histoire. Et tout est parti, pour moi, d'abord d'une conviction, c'est qu'il n'y a pas que la guerre qui sépare la France et l'Algérie, où il y a l'avant-hier d'aujourd'hui. Il n'y a pas que des guerres, même s'il y en a eu peut-être plusieurs. Et d'une aventure personnelle. Quand je suis parti à la fin des années 90 faire mon premier reportage, mon ami m'a amené sur la côte près d'Annaba, une côte rocheuse. Il faisait mauvais. Je lui ai dit, dis donc, près d'Annaba, de Beaune, Ex-Beaune. Ex-Beaune. Oui, bien. Et donc, moi, j'emploie les termes de l'ami qui m'accompagnait, hein, et qui me recevait. Et donc, je lui ai dit, écoute, tu es bien gentil. Je lui ai dit, mais moi, je suis venu faire un reportage sur l'Algérie d'hier, peut-être à travers celle d'aujourd'hui, mais sur celle d'aujourd'hui. J'aimerais ne pas passer mon temps à faire le Châteaubriand sur la côte rocheuse. La côte. Et il avait un petit sourire. Il m'a dit, tu vas voir. Nous sommes approchés. Il y avait des files de voitures le long de la côte. Et qu'est-ce que j'ai vu, sans s'approcher trop près quand même par respect, c'est que dans ces files de voitures, il y avait des couples. Et son petit sourire s'est élargi et il m'a dit, tu as vu Francis, l'Algérie, c'est pas simplement les douleurs, les morts, les tortures, la souffrance. L'Algérie, c'est aussi l'amour. Et ça, tu peux le raconter aux Français. Et quand je l'ai raconté dans mon reportage, il y a quelqu'un d'origine maghrébine, mais enfin qui semblait refléter quand même une certaine opinion. Il m'a dit, mais Francis, tu racontes des choses fausses. C'est pas vrai. Donc, si vous voulez, c'est comme les scolastiques au Moyen-Âge qui disaient qu'il ne faut pas que Galilée regarde dans sa lunette parce que ça va lui troubler l'entendement. Voilà, moi j'ai beaucoup, si vous voulez, j'ai une curiosité dans la vie et je pense que le romancier a cette curiosité qui nous permet ensuite de fictionner vrai, en quelque sorte. Alors, la fiction que vous me demandez d'évoquer, c'est effectivement une jeune femme qui est mise, comme ça, par le biais d'une histoire, de ce qu'elle rencontre, au contact d'un camion de médicaments envoyé par l'UNICEF en Algérie, parce que ce pays qui était autosubsistant les dernières décennies sur le plan des médicaments ne l'est plus, du fait des œuvres d'une mafia qui se débrouille pour gagner des fortunes sur l'importation de médicaments et non pas et se débrouille aussi pour faire dérembourser les médicaments fabriqués nationalement, ce qui est quand même un petit peu fort. Et je crois c'est assez métaphorique cette situation, parce que ça se fait avec la complicité de services, de douanes, de tas de choses. Je crois que quelque part, la France et l'Algérie ont à la fois une amnésie, une cécité, mais ont aussi de grandes complicités qui en arrangent certains, qui arrangent sans doute les dirigeants algériens, qui arrangent sans doute des mafias, qui arrangent aussi des gens du côté de la France. C'est bien évident. On en a parlé, je crois, dans chaque débat, parce que effectivement... Voilà.